bienvenue au podcast de l'Iris. Mon invité aujourd'hui est Gunther Paoli. Bonjour Gunther, merci Bonjour. beaucoup de nous faire le plaisir de faire un petit stop à l'Iris entre deux continents. Vous avez développé le concept d'économie bleue en s'inspirant du vivant comme d'un point de vue économique. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce qu'est l'économie bleue? Avant tout, il faut dire ce qui n'est pas. C'est-à-dire, c'est pas l'économie verte. La couleur est différente. Mais pour moi, il était impossible de continuer d'accepter l'économie verte où tout ce qui est bien pour vous, tout ce qui est bien pour la nature est cher. C'est-à-dire pour les riches. Ça va pas. Comment est-ce qu'on peut faire une transition écologique, économique, avec une économie qui vous demande de payer plus pour avoir la santé, de payer plus pour avoir une régénération de la forêt tropicale humide? C'est pas possible. Il faut avoir des modèles qui ne sont pas axés sur cette obsession d'être le meilleur marché, parce que si vous êtes le meilleur marché, alors vous trichez. C'est pas possible d'être le meilleur marché et de bien payer vos travailleurs et de bien prendre soin de l'environnement. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai dit, mais c'est la valeur ajoutée qui compte, et c'est votre capacité de trouver des atouts partout, tout le temps, en quelque chose qu'on considérait soit déchet, soit sans importance. Donc concrètement, il s'agit donc de valoriser ce qui était ignoré. Exactement, donner valeur et de le faire dans un système intégré. C'est systémique, c'est-à-dire tout est lié, la vie est un réseau de vie, nous avons 100 millions d'êtres vivants avec qui on partage cette terre, alors ça ne s'agit pas du tout de sauver le panda, ça s'agit de vraiment régénérer les écosystèmes, et comme écosystème, on fait fonctionner l'économie. Est-ce que vous avez des exemples concrets de cette économie bleue opposée à la fois au gâchis et à l'économie verte? Alors, Simon, je prends un petit café. Je prends mon café, bon voilà, peut-être c'est même un café de commerce équitable, même bio. Je prends mon café et je ne me rends pas du tout compte que 99,9% sont des déchets. Parce que ce qui a de valeur pour moi, c'est le soluble dans l'eau. Et ce qui n'est pas soluble, je jette. Je jette le soluble au moment de la consommation, mais en plus, je jette la peau, je jette le sucre, je jette la totalité de la cerise, sauf le petit grain qu'on appelle le café. Et si on fait un effort de réutiliser tout, eh bien, vous avez une bombe d'antioxydants dans la peau de café qu'aujourd'hui on ne peut pas utiliser parce qu'on l'a bourré avec des chimies, herbicides, pesticides, qui ne rend pas du tout consommable cette peau. Mais en plus, ce qui nous reste, on le considère au meilleur comme du compost. Mais le pauvre ver de terre qui est obligé de bouffer beaucoup de caféine, ben voilà, il est un peu stressé. C'est pas très écologique et pas très sympa pour les vers de terre. Alors nous nous sommes penchés sur cette réalité. On s'est dit, sur la ferme, il faut que l'écologie n'est pas orientée vers plus de production de grains pour faire du café, mais régénérer l'écosystème. Et l'écosystème a surtout besoin pour le café de la pollinisation. Et la pollinisation aujourd'hui, on le fait avec des abeilles qui ne sont pas indigènes. C'est la raison pour laquelle, en Amérique latine, on travaille avec les mélipones. Les mélipones sont des petites abeilles qui ne piquent pas, que vous pouvez mettre dans votre poche et voyager avec. C'est une petite mascotte que vous avez. Alors, les mélipones sont les plus petits du monde, mais les plus productifs par poids. Mais comme nous sommes des gens qui sont toujours obsédés par l'économie d'échelle, eh bien, on ne voit que des grandes ruches qui produisent 7 ou 10 kilos. Les petites mélipones ne sont qu'avec 500, 600 membres de la famille, alors elles font 200 grammes. Alors on les a qualifiés comme étant peu productifs. Mais par poids, par taille, sont les plus productifs du monde. En plus, c'est de la médecine. Alors, le caféculteur peut faire la médecine avec une pollinisation qui est plus parfaite qu'avec les autres abeilles. Et en plus,
Si c'est la mélipone qui fait la pollinisation, comme elle est toute petite, eh bien, elle fait la pollinisation quand la fleur est encore fermée. Ça veut dire que maintenant, je peux prendre la fleur de café pour en faire du thé. J'ai du thé et j'ai du café. Et en plus, nous pouvons alors, après consommation de café, on a le marc café. Avec le marc café, on va faire pousser des champignons. Et sur les déchets des champignons qui sont enrichis en protéines, eh bien, on a une bonne nourriture pour les poules. Alors, j'ai des poules, j'ai du miel, j'ai du thé, j'ai du café, j'ai des champignons. Tout d'un coup, j'ai 5-6 produits au lieu de n'avoir qu'un produit. Et les 5-6 produits ensemble impliquent que le caféculteur maintenant gagne 5 ou 6 fois plus. C'est-à-dire, c'est pas l'économie, le commerce équitable qui donne la possibilité, mais c'est grâce à la cultivation bio que maintenant les mélipones sont plus productives et que nous avons des revenus avec les antioxydants qui viennent de la peau. C'était impossible avec la chimie traditionnelle, les agrotoxiques, ce n'était pas possible avec notre focalisation exclusive sur le café, le petit grain qu'on utilise pour faire notre expresso. À part le café, est-ce qu'il y a d'autres produits qui offrent une telle diversité, une telle richesse de réutilisation, de pollinisation quelque part? Mais tout, absolument tout. Nous avons plus de 200 projets réalisés. C'est-à-dire, nous avons pu réaliser le dessin et la redécouverte de cet écosystème d'économie. Et nous avons en plus eu l'occasion de réaliser ces projets. Un autre projet, il n'y a rien à faire. Si vous avez un portable, vous avez besoin d'une mine pour quand même creuser les terrains, pour y trouver les métaux dont nous avons besoin pour faire des produits comme nos télévisions et comme nos écrans, nos ordinateurs. Eh bien, chaque fois qu'on creuse le terrain, on ne cherche que l'or. Mais l'or, c'est un dixième d'1% d'une tonne. C'est-à-dire, vous avez une tonne de pierre et vous avez gramme or. Et qu'est-ce que vous faites avec les 999,99? Généralement, on les jette. Ah, on les jette, on fait des terrils, on fait des petites montagnes. Eh bien, ça génère une poussière. Cette poussière a un impact sur nos poumons et bien entendu, ça a un impact sur notre santé. Raison pour laquelle on a décidé de dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette poussière? On est arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, on peut l'utiliser pour faire du papier. Le livre que je vous ai donné est un livre fait avec poussière des mines. Et c'est une poussière qui est recyclable pour toujours et c'est un papier qui n'utilise plus d'eau. C'est un papier d'extrusion et pas de flottation. Et comme ça, vous commencez à voir boule de neige dans un secteur parce qu'à la fin, c'est une collaboration nouvelle, inattendue, entre des entreprises de mines et le papier. Et pour faire cela, c'est un mélange de savoirs anciens qui ont été oubliés, mais aussi d'innovations technologiques parce que nos ancêtres ne faisaient pas du papier avec de la poussière. Non, mais les Chinois qui ont inventé le papier il y a 2000 ans ont réinventé le papier parce que la Chine n'a plus d'eau. C'est la politique d'eau, la pénurie d'eau qui nous amène à être créatifs et de trouver des solutions. Et c'est là où nous manquons vraiment de notre formation, de tous nos ingénieurs et de tous nos économies, cette capacité de sortir de son petit dada. Nous avons tous notre dada et on va parler de notre dada. Et on répète ce qui est connu surtout. Et avec beaucoup de notes de pied. On va répéter les notes de pied parce que si vous n'avez pas 3 notes de pied par règle, vous n'avez pas un document scientifique. Ce que nous cherchons, c'est alors de dire arrêtons l'analyse parce que ça paralyse. Nous allons focaliser seulement sur l'action sur le terrain. C'est-à-dire, nous avons commencé en 92 avec la première ferme de café, avec les déchets du café, on fait les champignons. Aujourd'hui, il y en a 6000 dans le monde. Est-ce que justement ce modèle est exportable de façon universelle?
Mais c'est le modèle d'affaires qui est important. Je parle toujours de modèle d'affaires. Un modèle d'affaires qui est inspiré par la nature, parce que c'est l'écosystème qui est au cœur. C'est un modèle d'affaires qui a comme but la résilience. Comme la nature ne cherche pas d'avoir des arbres plus gros, plus beaux. La nature cherche toujours d'avoir résilience. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on a la capacité de se replier. Et notre but est d'avoir une économie de résilience. On a le but d'avoir les surprises. Il faut quand même penser un peu en marketing. Qu'est-ce qui chatouille les gens dans la consommation? C'est la surprise. Eh bien, la nature nous donne toujours des surprises. On découvre tant de choses dans la nature qu'on ne connaissait pas. Je me rappelle très bien, dans notre premier grand projet de régénération de la forêt tropicale humide en Colombie, eh bien, il n'y a aucun scientifique qui nous a expliqué qu'il fallait avoir des mycorhizes, les champignons mycorhizes. Et quand nous avons étudié la forêt, on pensait que c'était la nitrogène qu'on avait présent, mais non, c'était des champignons mycorhizes. On trouve, maintenant c'est un peu le standard, mais vous faites la régénération de la forêt avec mycorhizes en symbiose. Aujourd'hui, nous avons appris que c'est une bonne idée, mais elle est coûteuse, parce que vous êtes encore obligé de planter chaque arbre individuellement, soit avec machine, soit avec la main-d'œuvre. Mais on a maintenant appris de la nature que la meilleure stratégie pour régénérer la forêt tropicale, c'est simple, il faut réintroduire les tapirs. Et si vous avez 300 tapirs dans l'état de Rio de Janeiro, eh bien en 10 ans, vous avez 500 000 hectares de forêt régénérés. Est-ce que vos méthodes sont adaptables à tous les pays, quel que soit d'une part le climat et d'autre part le régime politique? Moi, je fais abstraction totale des régimes politiques. Nous avons beaucoup plus de succès hors de l'Europe qu'en Europe. Peut-être ça vaut la peine de l'étudier. Justement, comment vous l'analysez? Parce que nul n'est prophète dans son pays, mais quand même, est-ce que c'est quoi la réglementation? Pourquoi expliquer que vous avez plus de succès en dehors de l'Europe, qui pourtant se dit intéressé par justement le fait de protéger le climat? Et donc c'est quoi? Il y a trop de technocratie, il y a trop de bureaucratie? Je vous donne un exemple des larves de mouches, les asticots. Comment est-il possible qu'en Europe, pendant 22 ans, on a interdit explicitement d'utiliser des déchets des abattoirs et des déchets de transformation de nourriture pour en faire une protéine animale, des asticots, pour la nutrition des poules et des poissons? Pourquoi est-ce qu'on a insisté qu'il fallait faire la pêche des sardines, de faire la surpêche des sardines et de faire la monoculture des OGM soja pour donner les nutriments? Tandis que nous, on a la possibilité de transformer quand même les déchets des abattoirs, qu'aujourd'hui, on est obligé de les brûler à 200 € tonne. Eh bien, en 4 jours, les asticots transforment 1 kilo en 10 000 kilos en passant par un système digestif qui, par la nature, est le plus effectif pour en faire de l'hygiène. Parce que la nature ne bouffe pas, la nature fait bouffer les asticots, tous ces déchets, pour faire l'hygiène, parce que c'est une hygiénisation. Ils ont un système digestif qui passe par des intestins d'un pH de 11. Il n'y a rien qui survit. Rien peut survivre dans cet intestin. Mais quand même, l'Europe, pendant 22 ans, avec la vache folle, nos scientifiques étaient complètement hors de la plaque, mais ils ont eu l'influence sur nos responsables politiques qui ont décidé que c'est interdit de manger quelque chose qui est dans la nature le plus naturel possible. C'est toujours le cas? Vous avez pu Non. briser cela? Finalement, le 8 août 2022, l'Europe a fait ses petites confessions. Elle a dit non, il n'y a pas de base scientifique, on était mal orienté. J'espère qu'on le fera avec pas mal d'autres conneries qu'on est en train de nous imposer. Mais la réalité, c'est que on n'a pas attendu pour faire le projet jusqu'au moment que l'Europe a reconnu ses erreurs.
En 86, nous avons fait le premier projet de larves de mouche au Bénin, dans le centre Songhai. C'est-à-dire que la liberté que nous avons de travailler dans des pays où on est prêt de répondre aux besoins de base de tout le monde maintenant, pas avec un plan d'affaires, pas avec un planning sur 5 ans pour parler d'un et de l'autre, mais simplement de se rendre compte que si vous avez des déchets de l'abattoir, en 4 jours, vous avez de la nourriture pour vos poules, soit pour vos poissons. Comment est-ce qu'on peut le nier si ça c'était la procédure naturelle C'est une sorte depuis des... d'hygiénisme rigide qui les gens ont peur de la nature. Mais aussi parce qu'il y a un intérêt de l'exportation de quelques grosses entreprises qui ne souhaitent pas du tout avoir la concurrence Mhm. d'une autre nutriment. Moi, j'étais la semaine dernière dans l'ouverture de la première usine des asticots avec les déchets des pommes de terre en Argentine. Eh bien, on a fait un accord avec le gouvernement argentin de mettre 500 unités de cultivation d'asticots en Argentine. L'Argentine va doubler sa production de protéines en 10 ans. Avec quoi? Avec les déchets qu'ils ont déjà disponibles. Et c'est ça ce qui est la révolution. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de la décroissance, on a besoin d'une croissance de qualité où on n'attend plus que la nature produise plus. Nous ferons beaucoup plus avec ce que la nature nous a déjà produit. Vous voulez réconcilier la fin du mois et la fin du monde? Mais c'est-à-dire que mon fils, qui a 3 ans, apprend à cultiver des champignons sur le marc-café en filtre de sa mère, il sait qu'il n'y a pas de faim dans le monde, il sait qu'il y a une mauvaise gestion de la nourriture. Parce que lui, il a vécu à 3 ans. Nous n'avons pas de faim dans ce monde. C'est pas une question de faim, c'est une question d'un modèle de consommation qui vous amène à être soit obèse, diabète ou avoir la malnutrition. Vous êtes en contact avec les experts du GIEC? Est-ce qu'ils suivent vos travaux avec intérêt? Est-ce que ce que vous faites peut les aider quand même dans leur finalité? Nous sommes pas très enthousiastes de faire beaucoup de dialogues et d'informer. Nous sommes là pour inviter, de venir voir ce qu'on a fait. Alors, est-ce qu'ils viennent? Pas souvent. Mais ceux qui doivent venir viennent. Je vous donne un cas concret. Le gouvernement argentin précédent a pris 4 ans pour étudier la possibilité de changer la loi. Le nouveau président, en 45 jours, a décidé: je vous donne confiance, vous vous lancez. On avait déjà l'usine faite, parce que nous sommes, à la fin de la journée, des entrepreneurs. On prend le risque. C'est ça ce qui est très important dans la vie d'aujourd'hui. C'est pour faire la transition. On a besoin de prendre des risques. Si vous ne prenez pas risque, vous n'avez pas de transition rapide. Parce que vous voulez tout étudier avec des projets pilotes. Mais nous savons très bien que l'Europe a fait l'inventaire de tous les projets pilotes que l'Europe avait financés. On avait plus d'1 million. Mais est-ce qu'on a changé les statistiques? Non. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est industrialisation. Mais association locale, est-ce que vous plaidez pour une démondialisation? Absolument. La mondialisation est une bonne idée après la Seconde Guerre mondiale. Mais après 50 ans, on n'a pas réussi à éliminer ni la pauvreté ni les guerres. Alors, excusez-moi, si c'est le cas, faisons mieux. Visiblement, c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-il possible que l'Europe, qui était vraiment le berceau de la paix après cette guerre, est aujourd'hui dans la folie de faire la guerre partout, de réorienter toutes les chaînes d'approvisionnement des matières clés pour l'industrie vers une production des armes? C'est incroyable. L'Europe, sans une participation démocratique. Et je crois que là, nous avons tout d'autres options. Je viens du Brésil. Pourquoi est-ce que je travaille au Brésil, en Argentine? Parce qu'il y a pauvreté, il y a malnutrition. Et ils se sont rendus compte, même s'ils ont profité de cette mondialisation, mais la mondialisation est venue avec des dettes insurmontables. L'Argentine ne parviendrait jamais à repayer les dettes qu'on a
si généreusement donné aux différents gouvernements, de temps en temps, très, très corrompus. Comment est-ce que nous sommes arrivés au Brésil d'avoir cette même gestion de dette? Le Brésil, on attaque le Brésil par exemple sur sa gestion de la forêt d'Amazonie, mais le Brésil est le seul pays qui s'est engagé de régénérer 12 millions d'hectares de forêt, mais la Mata Atlântica, pas la forêt Amazonie, parce que c'est trop difficile. C'est aussi une forêt très jeune. La Mata Atlântica a déjà des millions d'années. L'Amazonie n'a que 1 million d'années. C'est trop jeune pour pouvoir régénérer cet écosystème. Mais le Brésil s'est engagé à 12 millions d'hectares. Et là, quand ils se sont rendus compte que 12 millions d'hectares, ça représente 15 milliards de dollars, le Brésil n'a pas 15 milliards à investir dans un projet qui ne génère pas l'emploi, qui ne génère pas la plus-value, qui ne génère pas le bien-être, qui ne génère pas la joie dans la vie. Et c'est là où on constate que le gouvernement brésilien est très ouvert de chercher autre manière de gérer ses engagements de l'accord de Paris de 2015 et de faire renaître 12 millions d'hectares. Eh bien, je crois que nous avons une liberté d'initiative autour des 12 millions d'hectares qui sont tout à fait écartés par les scientifiques européens. Mais comme en Europe, les sciences sont devenues dogmatiques, c'est devenu un dogma. Vous êtes d'accord avec un petit comité ou vous êtes dehors. On ne permet plus du tout que vous êtes un peu le Che Guevara. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui en Amérique latine Y compris avec deux pays très différents politiquement aujourd'hui, puisque le Brésil et l'Argentine sont, pas sur des planètes, mais en tout cas sur des systèmes politiques très opposés. et c'est pour ça que je les mentionne, parce que je Mhm. travaille avec les deux gouvernements, Mhm. directement, Mhm. au plus haut niveau. Mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est que et l'Argentine et le Brésil sont d'accord que la forêt de la mer, des océans, est aussi important que la forêt des terres. Parce que nous avons 70% de notre terre sont des océans. Alors, quelle est la stratégie d'aujourd'hui pour régénérer la forêt de nos mers? Ça veut dire les algues de mer. Eh bien, le Brésil est prêt. Par exemple, l'État de Rio de Janeiro, qui est un État avec 614 îles, de transformer cet écosystème d'îles dans un modèle qui a déjà fait sa preuve en Indonésie. En Indonésie, il y a 1 million d'emplois avec les algues de mer. Le nouveau 1 million d'emplois. 1 million. Le nouveau président indonésien a lancé le modèle d'avoir 5 millions d'emplois avec les forêts de la mer. Et quand il y a le G20 maintenant, en novembre 18-19 à Rio de Janeiro, on organise la présentation du président de l'Indonésie où il dit, me voilà, moi, je viens au Brésil pour partager mon enthousiasme que vous protégez l'Amazonie, oui, effectivement, mais en plus, apprenez de moi, apprenez de mon pays avec 17 000 îles, et nous avons réussi à générer déjà 1 million d'emplois, on va passer à 5 millions, le Brésil peut faire autant. Qu'est-ce que la clé du succès, c'est cette interaction entre le local et le global? Bah oui, on a cette jolie phrase, le local, mais moi je trouve ça, c'est de la petite défense de la globalisation pour encore se justifier. Je crois qu'il n'a rien à faire. L'inefficacité de notre système de transport et nos systèmes de la globalisation des finances ont donné ont quand même engendré des erreurs de fond. Nous savons tous que la pollution de transport, le plus pire, c'est le transport maritime. Alors, c'est le moteur de la globalisation. Alors, je vous en prie, ne me dites pas que la globalisation, oui, normalement, ce devrait être beaucoup plus efficace, mais on a décidé de libéraliser le gasoil, le pire des types de gasoil, et on le brûle dans l'eau de mer. Eh bien, dans les eaux de mer, vous savez tous que c'est vraiment, c'est l'économie des cow-boys.
Faut-il réguler, interdire? Quelle réaction par rapport au transport maritime? Mais C'est je que une fois que le local produira tout, il y aura moins besoin d'importer? Moi, je crois, je suis un libre entrepreneur et je crois que le système, l'écosystème, la nature nous a livré preuve qu'une économie locale est une économie résiliente et adaptive, et c'est ce que nous avons besoin. Une globalisation a besoin d'une planification très précise. C'est pour ça qu'on a donné au marché financier une telle liberté de se auto-organiser et de définir les prix. Mais à la fin de la journée, qui paye le prix du marché? Ben, celui qui reçoit le prix du marché, c'est l'agriculteur. Tous les autres prennent des commissions. Alors c'est pas libre marché, je suis désolé. Si tous les autres prennent des commissions et ce ne sont que les agriculteurs qui reçoivent le prix du marché, on a une globalisation de pauvreté. Merci Gunther Poli. On va renvoyer le lien avec l'ensemble de vos publications qui sont très nombreuses, des exemples concrets aussi de ce que vous avez fait, mais merci pour ces explications lumineuses. Merci Gunther. Merci à toi.